On est le 7 janvier 2026. Et il y a à peine plus de 6 mois, en juin 2025, les États-Unis ont mené une opération militaire ciblée sur les principaux sites nucléaires iraniens. Un vrai coup de tonnerre. Aujourd'hui, l'Iran est un pays économiquement à genoux, secoué par des manifestations populaires massives. Partout dans le pays. Partout. Alors, la question centrale pour notre analyse aujourd'hui, c'est sur quelle base l'administration Trump pourrait-elle justifier une nouvelle intervention contre Téhéran, surtout quand le pays est déjà si affaibli? C'est ça, c'est le paradoxe qui saute aux yeux. L'argument de la bombe, qui a servi de prétexte en 2025, il est pour ainsi dire épuisé. Les sites ont été frappés. Donc il faut un nouveau récit. Il faut une nouvelle justification, exactement. Pour essayer de décortiquer ça, on va s'appuyer sur une méta-analyse vraiment passionnante. Elle vient du laboratoire d'analyse des discours contemporains. Dans leur publication, La société observée sous la loupe. Notre but, c'est de comprendre ensemble les arguments, les signaux faibles que ces chercheurs ont identifiés. D'accord. Alors commençons par planter le décor. À quoi ressemble l'Iran ce début 2026? C'est une poudrière, vraiment. Les documents parlent d'un épuisement économique prolongé. Ce ne sont pas juste des difficultés passagères. Non, c'est un sentiment très profond de perte de confiance. Ah oui? Oui, une perte de confiance dans un État qui n'assure plus les bases. Et puis, il y a les revers militaires et diplomatiques de l'an dernier. Ça a laissé des cicatrices énormes. Et cet épuisement, j'imagine, il se voit dans la rue, très concrètement. Tout à fait. Les sources sont précises là-dessus. Elles parlent de troubles sociaux dans plus de 222 localités. Ce n'est pas juste la capitale, c'est tout le pays qui gronde. Et même les commerçants des bazars, qui sont d'habitude un pilier du régime, sont en grève. C'est un signe très fort, ça. On sent une colère qui est directement nourrie par ce que les analystes appellent une dégradation économique continue. Continue, et les chiffres sont... Les chiffres donnent le vertige. La monnaie nationale, le réal, elle s'est littéralement évaporée. Les sources mentionnent un taux de change d'1 $ américain pour 1,47 million de réals. C'est inimaginable. Essayez d'imaginer ce que ça veut dire au quotidien. C'est une destruction totale de l'épargne. D'ailleurs, le gouvernement a lui-même annoncé que les prix des produits de base, le poulet, les œufs, allaient encore augmenter de 20 à 30%. C'est juste intenable. Face à ce chaos, quelle est la stratégie du régime? Comment est-ce qu'il tente de garder le contrôle? C'est là qu'on touche au cœur de l'ADN du régime iranien. Ce que l'analyse met vraiment en lumière, c'est une tension structurelle. Depuis des décennies, Téhéran a tout misé sur son appareil coercitif. Les gardiens de la révolution, les milices? Exactement. Tout ça. C'était leur garantie de survie. L'idée, c'était qu'ils trouveraient toujours de l'argent pour payer les forces de sécurité, quitte à sacrifier tout le reste de l'économie. Sauf que là, le reste de l'économie est en train de s'effondrer. Donc la question, ce n'est plus seulement est-ce que le régime a la capacité de tirer sur la foule, parce qu'on sait qu'il peut le faire. Précisément. La vraie question, c'est est-ce que peut-il continuer à le faire quand les fondations économiques se fissurent de partout? Et la réponse du guide suprême, Ali Khamenei, elle est glaciale. C'est-à-dire? Il a qualifié les manifestants de mercenaires de l'ennemi et il a donné son feu vert pour une répression encore plus dure. Dans ses discours, il va même jusqu'à blâmer des acteurs étrangers pour la crise monétaire. C'est un déni complet de la réalité. Donc, un régime pris en étau. Mais ce qui est frappant, et c'est le deuxième grand point de l'analyse, c'est que Washington semble en train de resserrer cet étau de l'extérieur, en changeant complètement les règles du jeu. Tout à fait. L'argument nucléaire étant hors jeu, l'administration américaine a opéré un pivot rhétorique. C'est spectaculaire, ils ont trouvé un nouvel angle d'attaque. Oui, et ce n'est même pas subtil. C'est d'une clarté limpide. Au tout début janvier, le président Trump a fait le lien, explicitement, entre ce qu'il a appelé la répression violente de manifestants pacifiques et une possible réponse américaine. On ne parle plus de centrifugeuses. Le sujet, c'est la répression. Il y a une citation de son réseau social qui est saisissante. Je la lis. « Si l'Iran tire et tue violemment des manifestants pacifiques, ce qui est leur coutume, les États-Unis d'Amérique viendront à leur secours. Nous sommes prêts à intervenir. » C'est une déclaration d'une importance stratégique capitale. Ce qui est fascinant, c'est que ça établit un lien de cause à effet direct entre la politique intérieure de l'Iran et une confrontation extérieure. D'accord? Le message envoyé à Téhéran est simple. La manière dont vous traitez votre propre population n'est plus une affaire purement domestique. Chaque image de répression peut devenir un prétexte pour nous.
C'est une rupture totale avec le passé. Je pense à la position de l'administration Obama en 2009 pendant le mouvement vert. À l'époque, Washington était très prudent. Très prudent, oui. Il craignait qu'un soutien trop visible aux manifestants soit contre-productif, que ça permette au régime de crier à l'ingérence. Et cette préoccupation, elle a complètement disparu aujourd'hui. Complètement. L'analyse suggère qu'il n'y a plus de canal diplomatique à préserver, donc plus de gants à prendre. Et puis, surtout, le régime iranien accuse déjà systématiquement les manifestants d'être des agents de l'étranger. Donc l'accusation a perdu de sa force. Exactement. Elle est banalisée. Du coup, la nouvelle rhétorique américaine change vraiment la donne. Maintenant, réprimer sa population n'a plus seulement un coût politique interne, ça comporte un risque d'escalade militaire. D'accord, la menace est posée. Mais est-ce qu'elle est crédible? Est-ce que Téhéran prend vraiment ces avertissements au sérieux ou est-ce qu'ils se disent que c'est du bluff? C'est la question à 1 million et ce qui ressort des documents, c'est que non, le régime iranien n'a pas le luxe d'ignorer ces menaces. La crédibilité de Trump sur ce dossier s'est construite sur des actions passées, des précédents qui ont marqué les esprits. Et quand on regarde la liste de ces précédents, c'est assez spectaculaire. L'analyse en met 3 en avant. Le premier, bien sûr, l'assassinat de Qassem Soleimani en janvier 2020. Personne ne pensait qu'ils oseraient. C'était un acte d'une audace folle. Le deuxième, les frappes de juin 2025 sur les sites nucléaires. Ça a prouvé qu'ils étaient prêts à frapper directement le sol iranien. Et il y a un troisième événement, plus récent et peut-être encore plus choquant pour les autocrates du monde entier. Le Venezuela. L'opération au Venezuela. La capture et l'exfiltration du président Nicolás Maduro de son propre pays. Ces 3 actions, ensemble, dessinent un mode opératoire. Elles montrent une administration prête à agir de manière décisive, non conventionnelle. Et la menace est donc perçue comme très tangible à Téhéran. Mais les documents ne présentent pas qu'une seule vision. Ils incluent une perspective beaucoup plus, disons, critique. Explosive même. Celle de l'économiste Jeffrey Sachs. Pour lui, tout ça n'est qu'une façade. Oui, et c'est crucial pour avoir une vision complète. Selon Sachs, tel que rapporté par le laboratoire, la politique étrangère américaine est en fait dictée par ce qu'il appelle un État profond, un deep state militaro-sécuritaire. D'accord. Pour lui, l'argument des droits de l'homme, cette idée de vouloir protéger le peuple iranien, c'est juste un scénario standard. Un prétexte bien rodé, sorti du placard, pour justifier une intervention planifiée de longue date. Il va loin dans sa critique. Très loin. Il va jusqu'à qualifier les États-Unis d'État voyou, qui opère en dehors de ses propres lois. Et dans cette lecture, il mentionne aussi des influences extérieures très précises qui pousseraient à l'intervention, n'est-ce pas? Effectivement. Sachs rapporte une rencontre qui aurait eu lieu autour du Nouvel An entre le Premier ministre israélien Netanyahou et le président Trump. Selon lui, c'est là qu'un message commun aurait été envoyé à l'Iran. Vous êtes les prochains. Ah oui. Et il faut être très clair ici, ce sont les propos de Jeffrey Sachs tels que rapportés dans l'analyse. Il qualifie d'ailleurs Israël d'État encore plus voyou que les États-Unis. C'est une perspective radicale, mais elle est là, dans les sources. Absolument, et c'est essentiel de le préciser. On se retrouve donc avec une situation incroyablement tendue. On a une poudrière à l'intérieur de l'Iran, un régime acculé qui répond par la force, et de l'autre côté, une administration américaine qui semble tenir l'allumette en disant « cette violence est précisément la raison pour laquelle on pourrait intervenir ». Ce qui pose la question d'un embrasement beaucoup plus large. Mais il faut tout de même nuancer. Un effondrement du régime iranien, ce n'est pas écrit d'avance. Il a montré une capacité de survie remarquable par le passé. Oui, en 2009, en 2022. Exactement. Mais les auteurs de l'analyse insistent sur une différence de taille cette fois-ci. Ce n'est pas la même situation. Non, et la différence est fondamentale. C'est un point clé du document. Les troubles actuels ne sont pas principalement enracinés dans une revendication politique, mais dans une dégradation économique profonde et durable. La répression peut écraser une manifestation, mais elle ne remplit pas les frigos. Ça me fait penser à... est-ce que les sources font un parallèle avec la situation juste avant la révolution de 1979 ? On a l'impression de retrouver certains ingrédients. Le parallèle est fait, et il est glaçant. L'analyse rappelle que les régimes s'effondrent rarement au sommet de leur puissance de répression. Ils s'effondrent quand les fondements matériels de la gouvernance s'érodent. C'est-à-dire quand l'argent manque pour payer les loyalistes. C'est ça. Quand le pouvoir n'arrive plus à se traduire en contrôle réel sur le terrain, la grande question de 2026, c'est est-ce que l'Iran s'approche de ce point de rupture ? Et dans ce contexte inflammable, Jeffrey Sachs, encore lui, lance un avertissement extrêmement grave sur les conséquences d'une action militaire. Il dit, et ses mots sont forts, qu'une action contre l'Iran serait
plus chaude que le Venezuela et pourrait déclencher une explosion mondiale. Pourquoi plus chaude? La logique est géostratégique. Le Venezuela, c'est dans la sphère d'influence américaine en quelque sorte. L'Iran, c'est au carrefour de l'Europe, de l'Asie, du Moyen-Orient, entouré de grandes puissances. Et puis, l'Iran, contrairement au Venezuela, a des capacités de nuisance très réelles, des missiles hypersoniques par exemple. Le potentiel de déstabilisation est sans commune mesure. Si on essaye de synthétiser, le point central de cette analyse, c'est ce glissement. La justification d'une potentielle nouvelle intervention a complètement changé de nature. On est passé de la menace nucléaire, traitée en 2025, à un argumentaire humanitaire, basé sur la répression. C'est une rhétorique qui, couplée à la crédibilité des actions passées, crée un contexte international d'une volatilité extrême. C'est la conclusion qui s'impose, oui. Et pour finir, ce que ces sources décrivent, c'est un schéma presque terrifiant, où les troubles internes d'un pays, son dissensus social, deviennent le carburant d'une intervention extérieure. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour notre époque. Laquelle? Dans le monde d'aujourd'hui, où se termine la souveraineté d'un État sur ses propres affaires et où commence cette fameuse responsabilité de protéger ? Surtout quand elle est interprétée par une superpuissance qui, comme le suggère une des analyses, pourrait elle-même agir en dehors de l'ordre international qu'elle prétend défendre.